Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette salle de conférence virtuelle. Alors bien entendu, je vois un certain nombre de personnes bien connues qui participent à cette réunion et j'aurais préféré vous serrer la main, mais ça ce sera pour une autre fois. Donc ce webinaire consacré à la conservation des vins rosés, qui est un sujet qui préoccupe un certain nombre de personnes en ce moment. Ce sujet de la conservation des vins rosés est un sujet à la fois structurel et conjoncturel. Il est tout d'abord structurel pour trois raisons. Nul n'est censé l'ignorer, le rosé a changé de style au fil du temps vers un style pâle, fin, frais et fruité de type Provence, comme on dit, et qui dit fin peut vouloir dire sensible et fragile par rapport à la question de la conservation. Si on en doutait encore, ces quelques courbes pour vous montrer le changement de style des rosés depuis quelques années, avec un éclaircissement de la couleur notable, avec ces trois courbes en Provence, en France et dans le monde. La couleur des rosés a été divisée par 3 un peu partout ces 15 dernières années. Le deuxième point structurel, c'est l'explosion de l'export qui nous fait expédier nos rosés de par le monde sur des circuits de commercialisation de plus en plus longs et donc des vins à conserver de plus en plus longtemps. Et enfin, le troisième élément structurel, c'est le changement dans nos modes d'élaboration. Comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, on s'est mis des contraintes supplémentaires pour faire des vins un peu plus naturels, avec un peu moins d'intrants, et donc un peu moins de sulfite, ce fameux conservateur. Voilà 3 éléments qui compliquent un peu la tâche du vigneron. Je parlais également d'éléments conjoncturels, nul n'est censé ignorer la crise actuelle et qui peut laisser penser à certains que les rosés resteront peut-être un certain temps en stock dans la cave ou en cuve ou en bouteille. Donc toutes ces bonnes raisons nous font nous réunir aujourd'hui pour essayer de ramasser les connaissances autour de la conservation des vins rosés et mettre en œuvre les bonnes pratiques qui vont nous permettre d'attendre le moment de la commercialisation et de la consommation de ces vins-là. Heureusement, sous l'impulsion des Provençaux, des vins de Provence, des travaux ont déjà été engagés depuis une dizaine d'années sur cette question-là, sous la baguette de Laure Kella, qui a travaillé au Centre du Rosé pour la Provence, mais également coordonné un groupe national de travail sur ce sujet. Et donc, c'est Laure qui va nous présenter une synthèse de ces travaux. Elle aurait dû le faire en binôme avec son successeur à Vidauban, Mathias Bougreau, qui malheureusement a été empêché à la dernière minute. Et donc, nous laissons la parole à Laure pour présenter non pas des conseils, des préconisations ou des prescriptions, mais les résultats de nos investigations depuis une dizaine d'années. Laure, tu as la parole. Merci Gilles, bonjour à tous. Donc, sur la base effectivement des travaux que l'on a conduits pendant plusieurs années, nous sommes arrivés à la conclusion que 3 leviers influençaient la durée de vie des vins rosés et leur évolution dans le temps. Bien entendu, la durée du stockage, dans une forte mesure la température de stockage et de manière occasionnelle la non-maîtrise des apports de l'oxygène. Tout ceci est régi sous le contrôle de la teneur en SO2 libre que l'on cherchera à être stable dans le temps. Si elle chute, c'est souvent qu'il y a des oxygénations non contrôlées et surtout stable au moment du conditionnement. Des fois, les contraintes d'organisation font que l'on prépare les vins tardivement avant une mise. Je vous rappelle qu'il faut vérifier 5 jours après l'apport que le SO2 cible visé est réellement atteint. L'ensemble de ces essais nous a mené à nous interroger sur la capacité à vieillir des vins et il est évident qu'il y a des vins qui vont vieillir mieux que d'autres. On n'a pas trouvé un indicateur qui permet de prévoir la capacité du vin à vieillir, sa durée de vie potentielle, mais tous les vins réagissent de la même façon et les vins qui ont le plus beau potentiel au départ restent ceux qui se conservent le mieux dans le temps.
Je vous propose de commencer par repositionner des indicateurs qui permettent de juger de l'évolution des vins dans le temps, notamment la couleur jaune. Vous avez à l'écran 3 vins qui ont à peu près la même couleur au départ en jaune et qui vont voir cette couleur évoluer dans le temps sous l'effet de la recombinaison des composés. Et on peut voir que le vin bleu se comporte mieux que le vin violet. Ce qui est intéressant, c'est la représentation sur le nuancier. Le vin, au départ, au moment de la mise en bouteille, a la couleur recherchée des rosés, en rose pâle, et va évoluer vers des teintes plus foncées et plus orangées au fil des ans. Plus foncées parce que la part cachée du rouge par les sulfites réapparaît dans les premiers mois de après la mise en bouteille, et plus orangée du fait de la recombinaison des composés vers des composés bruns. Un autre indicateur, ce sont les composés aromatiques. La plupart des composés fermentaires chutent au cours du temps, autour de 80%, quel que soit le type de vin. Donc, on va perdre au cours du temps ces notes de fruits frais, de bonbons, avec l'apparition, au contraire, de notes de pétrolés, des notes empyromatiques qui s'associent avec les notes de fruits confits. Sur les composés type thiol, le 3MH à l'écran, on voit que globalement, ils ont tendance à chuter au cours du temps. On a pu être surpris par une évolution positive, mais les travaux récents montrent que parmi les thiols que l'on sait doser, on ne dose que les libres et qu'il peut y avoir réapparition d'un puits de thiols qui ne sont pas dosables sur les vins chauds. Donc ça, c'est ce qu'on va globalement retrouver sur l'ensemble de nos résultats. Je vous propose maintenant de regarder dans quelles conditions on peut mettre en place au cours du stockage en cuve pour que les choses se passent pour le mieux. La première question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux conserver les vins comme on le fait habituellement, filtrés, pour qu'ils se goûtent bien en début d'année et puissent participer au concours, ou est-ce que l'élevage sur lit doit être favorisé? Vous avez à l'écran l'évaluation sensorielle de 2 vins conservés, filtrés ou sur lit et puis conditionnés et dégustés. On voit qu'attention, l'élevage sur lit, outre présenter des risques microbiologiques qu'il faudra intégrer et donc surveiller, on peut avoir apparition d'une réduction. Donc, c'est vraiment des conditions qu'il faut pouvoir maîtriser et surveiller en cave. Par contre, l'élevage sur lit est favorable à l'équilibre et à la longueur du vin. Au niveau fermentaire, au niveau aromatique, on va perdre un composé fermentaire, mais on gagne moins ces notes d'évolution, donc le compromis est plutôt positif. La deuxième question que l'on s'est posée au cours des essais, c'est est-ce qu'il est important de maintenir un bon niveau de CO2 dissous dans les vins? C'est une idée assez reçue, communément admise dans les caves. Les essais, pourtant menés sur différentes matières premières, si on prend l'indicateur jaune, montrent qu'il n'y a pas de différence répétable et importante entre des vins qui étaient conservés autour de 800 mg de CO2 dissous dans le vin, ou des vins où la quantité de CO2 était autour de 1300. Donc finalement, la teneur en CO2 dissous au cours de l'élevage sur les 6 premiers mois de l'année n'a pas eu d'incidence sur la couleur du vin ni sur l'évolution des arômes. On a toutefois noté une influence sur l'astringence en bouche et défavorable pour le CO2. Donc attention de ne pas forcer le trait et de maintenir des grandes quantités de CO2 dans les vins. Quoique ce CO2 est de manière générale l'usage des gaz neutres est préconisé pour couvrir des transferts de vin lorsqu'il y a des risques de prise d'oxygène, de dissolution d'oxygène.
Pour continuer justement sur l'oxygène, vous avez à l'écran des données empruntées qui datent à Castellari, où il a quantifié les risques de prise d'oxygène au cours de soutirage, de transfert et de pompage. Donc ça, c'est des données connues. Vous savez maintenant que l'on peut s'affranchir ou limiter ces dissolutions d'oxygène par des bonnes pratiques en cave. Et quand elles sont inévitables, on peut aussi avoir recours aux contacteurs à membrane. Un résultat emprunté à Jean-Michel Dessaigne qui montre qu'il peut y avoir des dissolutions d'oxygène à la surface du contact du vin dans une cuve. Donc là, il a fait ses mesures dans des cuves remplies d'eau pour s'affranchir de la consommation de l'oxygène. Et on constate que, en fonction de la température, plus la température croît, plus la vitesse de dissolution de l'oxygène dans le vin augmente. Et par calcul, il a estimé qu'à 21 degrés, dans une cuve de 200 hectos qui avait une cheminée d'environ 50 cm, donc chapeau ouvert, en 3 mois, on pouvait considérer que le vin allait absorber 1 à 2 mg d'oxygène. Donc, c'est une quantité qui n'est pas négligeable et qui explique que les vins évoluent en cuve au cours du temps. Donc, pour s'en affranchir, il faut bien entendu veiller à bien mouiller les cuves, voire à inerter les cheminées. Je vous propose maintenant qu'on passe sur l'effet de la température. Un autre relevé emprunté à Jean-Michel Dessaigne, il a mesuré la température à différents endroits d'un chai béton, au rez-de-chaussée et à l'étage, c'est des courbes violettes et rouges, et des cuves, un cuvier inox à 1 mètre et 8 mètres de hauteur. On voit que durant la période estivale où la température s'élève dans les chais, il peut y avoir 4 degrés d'écart entre 2 endroits dans la cave. Donc, on privilégiera, excusez-moi, le positionnement de cuves de stockage en bas de cave. Pour terminer sur ces résultats sur la température, je vous propose de discuter des résultats sur une expérience où on comparait des températures de conservation assez stables et plutôt autour de 24 degrés à des variations de température journalières et globalement des températures élevées. Donc, on voit sur le graphique de l'évolution de la couleur qu'au cours du stockage en cuve, la cuve qui est exposée à des températures élevées, mais il y a initiation de recombinaison de la couleur et production de composés bruns, et que au cours du conditionnement, il y a une réorganisation de cette matière colorante qui fait que du fait de la filtration, de la stabilisation thermique, on baisse un petit peu le niveau, mais que les écarts continuent à s'accentuer au cours du temps, et donc les phénomènes initiés en cuve vont se poursuivre au-delà dans la bouteille. Ce vin-là a gagné en note de banane, d'ananas et réglisse, perdu en pamplemousse et citron. Il reste marchand, mais a perdu peut-être, enfin très certainement, en fraîcheur. Pour terminer sur ces questions-là, dans le cadre du groupe de travail national, donc sur des matrices de rosée très variées, on a croisé l'effet de la température, 12-20 degrés, avec l'effet de la teneur en sulfite, autour de 25 et 35 mg par litre de SO2 libre maintenu au cours de 6 mois d'élevage. On voit que selon le descripteur que l'on mesure, la couleur jaune ou les composés fermentaires, mais d'un côté, sur la couleur jaune, c'est plutôt le SO2 qui est favorable, alors que sur les composés fermentaires, c'est plutôt le maintien à la température basse, à 12 degrés, qui est favorable.
finalement, si on a une approche globale du produit et le caractère évolué à la dégustation, c'est la combinaison des deux éléments qui font que le vin évolue dans une moindre mesure. Je vous propose maintenant que l'on passe aux bonnes pratiques de conservation en bouteille. Donc, le premier élément étudié dans le cadre de la conservation en bouteille, c'est l'oxygène apporté au moment du conditionnement. Donc, l'oxygène dissous dans le vin qui va s'équilibrer avec l'oxygène contenu dans l'espace de tête. Et dans un deuxième temps, l'oxygène qui va traverser au travers du bouchon ou sur les parois du bouchon. Donc, un premier résultat pour illustrer ces travaux que l'on a mené donc avec la société Gaille, où dans de l'eau, on a expertisé leur chaîne d'embouteillage et ainsi pu évaluer que sans précaution, c'est-à-dire sans l'usage de gaz inerte et sans réglage du vide au niveau le plus poussé, on avait une certaine hétérogénéité d'une bouteille à l'autre et niveau d'oxygène total dans la bouteille autour de 2 mg par litre. Donc, au moment de la mise en bouteille, le conditionnement apporte 2 mg par litre d'oxygène dans la bouteille. Quand on a recours au gaz neutre et à un vide plus poussé, on réduit considérablement l'apport d'oxygène au moment de la mise en bouteille. Et là, on était sur des équipements performants et réglés par l'équipementier. Ensuite, on a conditionné des vins rosés. Et là, vous avez une moyenne sur 6 vins rosés, le profil organoleptique après 6 mois de conservation. Et on voit que sans précaution, effectivement, on a développement de ces notes de fruits compotés au détriment de confitures et agrumes. Moins d'équilibre, plus d'astringence et d'amertume, un vin moins harmonieux. Donc, les conditions de mise en bouteille vont avoir une influence sur l'évolution du vin dans le temps. Et sur ce graphe qui représente une manip assez similaire, la courbe rouge représentant le vin dans lequel on a eu un apport d'oxygène au moment de la mise en bouteille, mais ce même vin, s'il est sursulfité, la courbe jaune, va regagner, va moins évoluer dans le temps et se rapprocher du témoin. Donc, c'est vraiment ce couple oxygène-sulfite qu'il faut être en capacité d'anticiper au moment du conditionnement. Si on a des conditions de mise en bouteille qui ne sont pas optimales, il ne faut pas hésiter à compenser par une teneur en sulfite légèrement supérieure. Vis-à-vis des bouchons, c'est une étude menée avec Diam. Donc, ils nous ont confié 4 bouchons qui ont une perméabilité variable, qui va du moins perméable, la courbe bleue, donc il laisse passer peu d'oxygène au cours du temps, au bouchon rouge qui est plus perméable. L'objectif était de voir si par la perméabilité du bouchon, on pouvait justement compenser une dose de SO2 au moment de la mise en bouteille, tout en gardant une bonne durée de vie du vin. Aussi, on se retrouvait avec 2 niveaux de SO2 au moment de la mise en bouteille, un niveau faible au moment de la mise en bouteille autour de 15 mg par litre de SO2 libre, un SO2 fort autour de 25. Et naturellement, on constate une chute de tous les niveaux de SO2 dans les premiers mois de la mise en bouteille. Et très rapidement, on voit que le bouchon le moins perméable permet de conserver un peu plus de SO2 que le bouchon le plus ouvert. De manière assez corrélative, on a une évolution du jaune. Et je vous propose qu'on s'arrête quelques instants sur ce graphe où on voit que le fait de peu sulfiter, le fait de peu sulfiter, les courbes très pleines, on a une plus forte augmentation de la couleur jaune que quand le vin est bien sulfité, les courbes en très pointillées. Et celle qui est intéressante à regarder, c'est cette courbe-là, la bleue en très plein. Cela montre que bien qu'on soit en
faible SO2 au moment de la mise en bouteille, le fait d'avoir un bouchon très peu perméable garantit une moindre évolution de la couleur jaune. Les écarts sur le nuancier restent toutefois assez limités au bout de 20 mois. Deux derniers éléments sur l'évolution des arômes. La plupart des arômes ne sont pas impactés par le choix de l'obturateur. Les arômes évoluent surtout sous l'effet de la température, sauf dans le cas du 3MH où le bouchon le plus ouvert, dans le cas de cette étude, avait conduit à une plus rapide évolution de la teneur en 3-mercaptohexanone. Pour terminer, une approche plus globale sur la qualité du vin, on voit que le bouchon peu perméable, donc en bleu, conduit à des notes de réduction et à une dépréciation, notamment dans le cas du SO2 fort, dans les premiers mois de la conservation, 12 mois après un an de conservation. Alors que des bouchons plus ouverts, mais sont plus favorables en début de conservation. Donc, bien entendu, il faut jouer avec ces paramètres-là pour pouvoir, dans la mesure du possible, anticiper les circuits de distribution, le devenir de ces vins et essayer d'adapter la condition de perméabilité du bouchon au marché ciblé. Je laisse la parole à Gilles pour conclure. Ah non, je ne sais pas si. Vas-y, Gilles. Oui, merci Laure pour cette de belle synthèse de plus de 5 ans de travaux avec nos différents collègues et partenaires. Donc, envoyez-nous vos questions, hein, on est curieux de voir quelles sont vos interrogations. Je voudrais rajouter simplement un petit mot par rapport à ce que vient de dire Laure. On parle de la conservation des rosés, de leur évolution au fil du temps. Moi, je vous invite quand même à cette réflexion. Est-ce qu'on est obligé, nous, professionnels du vin, de s'auto-flageller et de massacrer les rosés qu'on goûte, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans? Je pense qu'il faut qu'on se rende perméable à de nouvelles sensations, peut-être. Je pense qu'il faut qu'on imagine aussi que ces vins-là peuvent être dégustés et consommés dans des occasions et des moments différents que ceux sur lesquels le rosé est attendu et est en vogue. Hein. Et il faut qu'on apprenne peut-être à essayer de parler un peu plus positivement de ces vins. Donc, on fait un gros travail d'analyse sensorielle avec ma collègue Nathalie Pouzalgue pour essayer de trouver des mots plus positifs, plus valorisants pour parler de ces vins qui sont certes peut-être un peu moins exubérants que les millésimes 2019 à l'heure actuelle. Mais je vous invite à faire l'essai d'essayer de parler avec des mots différents de ces vins-là. Le consommateur n'a pas forcément demandé grand-chose dans cette histoire-là et peut-être qu'on l'a mal habitué. Donc, rediscutons avec lui, essayons de présenter nos vins de façon plus positive. Je pense que tout le monde a à y gagner. Voilà, sur ces questions-là, hein, sur tous ces travaux, donc on a une première question qui est à destination de Laure, bien sûr. Donc on nous demande, est-ce que vous allez tester l'influence des composés du bois sur le potentiel de vieillissement des rosés? Alors oui, c'est une possibilité qu'on a évaluée. Toutefois, il y a une forte diversité de copeaux qui existent. Il y a la dose qui va influencer aussi les résultats. Et dans le cadre de nos essais, on a toujours trop marqué le produit par l'apport du bois. Bois qui était donc identifié par les jurys d'analyse sensorielle et donc on n'a pas pu montrer si ça a influencé l'évolution organoleptique. Quant à la couleur, on n'a pas vu d'effet sur l'évolution du jaune.
Merci Laure. Une autre question sur l'impact de l'acidité du vin, sur la conservation des vins. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des vins plus acides se conservent mieux? Alors là, il y a deux éléments de réponse. On a mené des essais d'acidification, que ce soit par électrodialyse ou apport d'acide organique, qui ont un impact immédiat sur la sensation de rouge. Donc un vin plus acidifié, notamment quand il vient de l'être, si c'est au plus proche de la mise en bouteille, apparaît de suite plus rouge, donc a une couleur plus flatteuse. En termes d'évolution dans le temps, l'évolution, notamment de la constitution des composés jaunes, ne va pas être affectée. Donc, un vin plus acide continue à avoir une évolution de jaune similaire au témoin. Au niveau organoleptique, c'est un peu plus compliqué, un petit peu moins net, parce que l'acidité peut parfois contribuer à une sensation, à transporter le dégustateur dans un monde plus frais. Toutefois, ce n'est pas systématique. Très bien, merci Laure. On a encore quelques minutes. N'hésitez pas à nous faire remonter quelques questions comme certains d'entre vous l'ont fait. Laure, à ton avis, est-ce qu'il y a une température extrême de froid ou de chaud à ne pas dépasser lors du transport des vins, notamment vers des contrées lointaines? Alors ça, c'est des essais, des mesures qui ont été faites notamment avec nos collègues de Penterone. Ils avaient mis des capteurs lors de transport à l'international dans les containers. De mémoire, ils ont montré qu'il y avait quand même de nombreux cas où les choses se passaient bien, mais que notamment quand on changeait d'hémisphère, on exposait les cartons, les lots expédiés, à des variations de température importantes. Alors, le froid, je vais dire, de nos jours, la stabilisation tartrique, c'est des choses qu'on maîtrise relativement bien. Donc, c'est rarement préjudiciable. Le trop chaud, on a pu noter des problèmes sur le bouchon qui remonte. Et on a mis en évidence que ça pouvait avoir les impacts que l'on connaît de la température, donc sur la couleur et l'évolution prématurée des vins. Donc, quand on sait que le transport est à risque, il est préférable, et si les conditions économiques le permettent, bien entendu, de passer par des transports réfrigérés. Très bien, c'est important en effet. On a une question, Laure, pour savoir si ce qu'on présente là, c'est plutôt spécifique au rosé de Provence et globalement des régions chaudes, ou est-ce que c'est un raisonnement et des résultats qu'on peut appliquer à l'ensemble des régions qui font des rosés un peu plus frais peut-être? Et question secondaire, est-ce qu'on a pu constater des différences entre des monocépages et des vins d'assemblage? Alors, dans l'ordre, la typicité du produit. Je vais dire, ces résultats, on a vérifié qu'ils s'appliquaient à l'ensemble des rosés, vu que dans l'étude que l'on a menée, on avait des rosés type Cabernet d'Anjou, des rosés de Bordeaux, de Fronton, du Languedoc et de la vallée du Rhône. Donc, ces tendances, elles sont vraies partout. Après, c'est à nuancer. Il est évident que si le profil du vin il est plus sur les fruits rouges, c'est des profils qui vont supporter l'évolution parce qu'on peut accepter que la fraise soit un peu plus écrasée que ne l'est la poire en termes organoleptiques. Voilà, donc effectivement, il y a des profils qui sont plus adaptés à l'évolution dans le temps. La deuxième partie de ta question, c'était vin d'assemblage, vin typicité des cépages. On peut entendre qu'un Mourvèdre se fatigue moins qu'un Grenache. Nos études n'ont pas forcément été catégoriques sur ce point-là.
parce que tous les grenaches ne sont pas sensibles selon comment ils ont été élaborés et tous les mourvèdres ne présentent pas la tonicité, la structure ou la composante aromatique qui fait qu'ils tiennent dans le temps. Donc non, nos travaux ne permettent pas de dire qu'il y a des vins qui sont systématiquement à risque et d'autres plus robustes. Oui, mais c'est une vraie question, un vrai enjeu. D'autant plus que tout dépend effectivement des cépages et des types d'assemblage qu'on peut imaginer. Une question difficile hein, qui est peut-être destinée plus aux œnologues conseils, mais à laquelle tu sauras sans doute répondre. Quelle est la valeur de fourchette de SO2 libre idéale pour une longue conservation en cuve d'un rosé? Alors, j'ai revisité un peu les résultats là, pour préparer ce webinaire. Ce qui est important, c'est fin F1 d'arriver à bloquer les molécules combinantes. Donc, fin F1, il faut arriver, quel que soit son SO2 cible, à arriver à maintenir ce niveau-là, que ce soit 15, que ce soit 25 ou que ce soit 35. Parce que si tout l'élevage vous maintenez à 15, mais qu'au moment de la mise en bouteille ou de la mise en bille, vous voulez passer à 35, de toute manière, toute l'économie de SO2 que vous avez faite, vous devrez la rattraper au moment de la mise en bouteille. Donc, ça ne sert à rien de faire des économies très en amont par rapport au SO2 que vous fixez au moment de la mise en bouteille. Ça, c'est le premier point. Après, il faut revenir à ma diapo d'introduction, c'est un tout. Si vous êtes très bon sur l'oxygène, c'est-à-dire que vous avez très peu de prise d'oxygène et que vous maintenez, parce que vous avez la chance d'être dans un chai enterré, des températures modérées et stables, votre vin va pouvoir supporter d'être maintenu à un niveau de SO2 plus faible. Si par contre, vous êtes un peu plus défaillant sur les autres leviers, il peut être souhaitable de maintenir un SO2 un peu plus haut pour limiter l'évolution naturelle du vin. Très bien, Laure. Alors, tu es soumis à un marathon de questions et on va peut-être encore en prendre deux. Donc, l'avant-dernière question, allez, peut-être, oui, encore deux ou trois, mais très, très vite. Je pense que tu as dû expérimenter dans tes essais adjuvant de type levure inactivée pour la conservation des rosés en cuve. Est-ce que tu as pu te faire un avis tranché sur l'utilisation de ces levures inactivées en cours de conservation? Alors, un avis tranché, non, parce que s'il avait été tranché, j'aurais pu exposer ces résultats-là. Alors, pour deux raisons. D'une part, dans nos conditions expérimentales, on ne l'a pas précisé, mais on est souvent en bonbonne avec des échanges gazeux qui sont limités et on s'est souvent placé dans des conditions pas si défavorables que ça. Donc, on a des effets qui sont limités, même s'ils existent, même si on voit des choses, mais ils ne sont pas toujours largement démonstratif ou généralisable. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas présenté ces résultats-là, mais c'est des produits qui continuent à être, qui sont renouvelés, dont les formulations sont en évolution et donc c'est une piste prometteuse pour maintenir la fraîcheur des vins. Très bien. Allez, une avant-dernière. Je surveille bien entendu le nombre de participants et je vois qu'il ne s'érode pas. Donc, sans abuser de votre temps, on va poursuivre encore quelques instants. Une question très précise alors. Est-ce qu'un sulfitage précoce important sur vendange ou en stabulation, éventuellement par erreur, aurait un impact sur l'augmentation de la couleur jaune dans le temps? Un sulfitage important en pré-fermentaire pourrait-il avoir un impact sur l'augmentation du jaune dans le temps? Alors là, il ne me vient pas de résultats, d'essais qu'on aurait menés spécifiquement sur cette question.
Je peux peut-être répondre en partie quand on a mené des travaux où on cherchait à abaisser les sulfites en préfermentaire et où on voit que du coup, on oxyde plus de polyphénol, on a une couleur un peu plus jaune au départ. Et donc, cette couleur jaune, si on ne la corrige pas par des collages appropriés, on l'aura au moment de la mise en bouteille. Et finalement, on va partir d'un niveau plus haut et comme on va évoluer quand même de manière assez parallèle, on va se retrouver avec un vin qui au final sera plus jaune que si on avait protégé en préfermentaire. Donc ça, c'est un élément de réponse. Bon, après, le recours au collage permet justement de rééquilibrer tout ça. Et un autre élément, attention quand même de ne pas sursulfiter en préfermentaire parce que la levure, si elle se retrouve en présence de SO2 libre au moment du début de la fermentation, va va contrecarrer ce SO2 en produisant notamment de l'éthanol qui va contribuer au taux de combinaison post-F1. Donc là, vous vous retrouvez avec des niveaux de SO2 total importants pour arriver à avoir le niveau de SO2 libre choisi. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais attention au SO2 préfermentaire. Alors, quand on parle de SO2 libre, on nous demande si il est exact que 1 mg d'oxygène dissous consommerait environ 4 mg de SO2 libre. Est-ce que tu as pu retrouver ces résultats quelque part? Alors oui, globalement, c'est des résultats qui sont admis par tous. Après, il n'y a pas de relation directe. Hein. Ce n'est pas l'oxygène qui agit en direct sur le SO2, mais c'est un ordre de grandeur assez partagé par tous. Très bien. On a, je crois, terminé avec les questions techniques. J'en avais gardé une un peu moins pour la fin et peut-être pour conclure cet échange avec vous. On nous demande si on peut essayer de faire un remue-ménage pour définir des termes valorisants pour des rosés évolués. Donc cette question fait écho à ma petite incidente tout à l'heure. J'aime bien ce type de questions qui nous ramène dans le monde du rosé, de son originalité et de sa liberté. On sait que c'est un vin qui est vivant, qui respire, qui vit avec le temps et qui évolue beaucoup, bien sûr, au fil des années, au fil des goûts et des consommateurs. Donc oui, il faut bien entendu continuer de phosphorer, de proposer des termes différents pour parler de ce vin différent, si possible valorisant bien entendu. Et là, on écoute, je dirais, tous les courants, toutes les bonnes idées et tous les gens qui veulent réfléchir avec nous, qu'on soit professionnel, qu'on soit prescripteur, qu'on soit consommateur. Si on peut fleurir le vocabulaire du rosé, je pense qu'on s'y retrouvera tous. Donc, il y a déjà des groupes de travail qui fonctionnent hein, sur le vocabulaire en analyse sensorielle du rosé. Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et si vous avez déjà des suggestions à nous faire, allez-y. Hein, la langue française est riche, les mots sont très importants et on comprend bien que ce qu'on énonce clairement, on l'a pu le mesurer ces dernières années en se penchant sur le berceau du rosé, en lui permettant d'émerger et de connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui. Voilà, moi de mon côté, avant de peut-être laisser la parole au modérateur, je voulais vous remercier pour la qualité de vos questions, pour votre attention et vous donner rendez-vous très bientôt sans doute pour un webinaire Centre du Rosé IFV sur d'autres sujets.